Alors, on aborde le paragraphe grand 3 donc, du chapitre sur onde 2D, 3D et interférence. Alors, première partie, bon, je l'ai intitulé la terminale retrouvée. Voilà, on va retrouver un résultat de terminale sur les interférences, bon, avec des moyens peut-être beaucoup plus lourds que ceux que vous avez utilisés en terminale. Bref, alors on se donne donc deux sources ponctuelles sinusoïdales de même pulsation, de même phase à l'origine des temps. Ça éventuellement on pourra le changer, bon, mais on va se placer dans ce cas-là pour simplifier au départ. D'amplitude a priori différente. Bien que, pour que ça marche bien, les interférences, il faut que les amplitudes soient voisines. Voilà, donc on a donc là on se place toujours dans le cas de la cuve à onde. On a donc donc deux sources S1, S2. Le déplacement de la première source Z'1, c'est un certain A1 cos oméga t plus phi 1. Et le déplacement donc, de la source 2, c'est un certain A2 cosinus oméga t plus phi 2. Avec, bon, pour simplifier, on va dire phi 1 égale phi 2, mais on pourrait les prendre différents et faire le même raisonnement et voir comment, si on a des déphasages, comment échanger la figure d'interférence. On a alors, donc, pour l'onde engendrée par ces deux vibreurs, voilà, donc là on coupe, on colle, on coupe, et puis on va faire ça donc à la main, parce que c'est quand même un calcul qu'il faut avoir fait un petit peu, parce que là on fait des ondes, on va traiter ces ondes, et on va les traiter par formalisme évidemment, qu'on vient de voir, quand même c'est la moindre des choses. Voilà. Petite erreur, c'est bon. Alors, je vérifie que tout est bien cadré. C'est bon. Donc on va avoir au point M', la superposition donc, de nos deux ondes. Alors on va écrire que c'est Z de S'1 facteur de T moins S1M sur C, multiplié donc par un facteur d'atténuation. Par un facteur d'atténuation dépendant de S1M plus Z de S'2 facteur de T moins S2M sur C multiplié donc par un facteur d'atténuation S2M. Voilà, compte tenu donc des l'expression donc de Z de S'1 de T et Z de S'2 de T, ça va nous faire donc un cosinus oméga facteur de T moins S1M sur C plus phi 1, d'accord, multiplié donc par un facteur d'atténuation S1M plus, je ne vais pas venir à la place, écrire en dessous, plus A2 cosinus donc oméga facteur de T moins S2M sur C plus phi 2 multiplié donc par un facteur d'atténuation S2M. Donc on va se retrouver avec un Z qu'on peut noter de x, y de t, pour changer la notation. Voilà, ça va nous faire donc un A1 de M, produit de 1 par le facteur d'atténuation ici, cosinus donc oméga t, moins oméga sur C S1M plus phi 1, plus la même chose,
On a 2 en 2, A2 de M, cosinus, donc oméga t, moins oméga sur C, S de M, plus phi 2. Voilà donc l'expression donc, de notre onde au point M. Hein. Ici, donc ça, ce sont les coordonnées du point M ici. Voilà. Alors, c'est là qu'on va donc utiliser notre théorie d'addition. Donc là, en fait, en termes de... voilà, est-ce que je vais exploiter ce que j'ai écrit auparavant. Je vais considérer donc la fonction qui est t associée z de x, y, pardon, de t, d'accord. Donc, au point M étant fixé, je considère donc cette voilà, ça. Ben, c'est bien, ça tombe bien, c'est bien l'addition de deux fonctions sinusoïdales d'amplitude différente et de phase différente. Alors, je vais écrire A1 de M, cosinus oméga t, plus un certain grand phi 1 de M, d'accord, plus, je vais essayer de tout écrire, A2 de M, cosinus oméga t, plus un certain grand phi 2 de M, voilà, avec grand phi 1 de M, c'est moins oméga sur C S1M, alors plus phi 1 éventuellement, sauf si je le formule, et le grand phi 2 de M, c'est la même chose, c'est moins oméga sur C S de M plus phi 2. Voilà. Voilà, donc j'ai bien la somme de deux fonctions sinusoïdales du temps. Et pour faire cette somme, je vais utiliser la théorie de Fresnel. D'accord. Pour faire cette somme, on va utiliser la théorie de Fresnel. On pourra aussi utiliser la théorie complexe, que vous utiliserez peut-être plus l'an prochain, mais enfin, nous, cette année, c'est la théorie de Fresnel qu'on va utiliser. D'accord. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, j'ai ces deux fonctions sinusoïdales. Donc, à la première fonction sinusoïdale, la première fonction sinusoïdale, donc ici, A1 de M cosinus oméga t plus grand phi 1 de M. Je vais lui associer son vecteur de Fresnel. D'accord. A1 de M, donc vecteur de Fresnel. Je vais bien l'écrire, le vecteur de Fresnel. C'est un A1 de M. D'accord. On va dessiner. On va dessiner les deux vecteurs ensemble. Et la deuxième fonction sinusoïdale du temps, A2 de M, cosinus, donc oméga t plus grand phi 2 de M. Voilà, son vecteur, son vecteur de Fresnel, je vais l'appeler A2 de M. Ce vecteur de Fresnel, quand on va changer de point M, il ne sera pas le même. Voilà, son vecteur de Fresnel, donc la norme de ce vecteur de Fresnel, alors, on va les dessiner ensemble, parce que de toute façon, c'est ensemble qui va nous intéresser. Voilà, donc ici, mettons le A1 de M. Comment je vais dessiner d'une manière plus ou moins A2 de M. Et ce qui va surtout nous intéresser, voilà, c'est, on ne va pas tellement tenir compte en fait de l'amplitude, voilà, mais on va surtout s'intéresser à cette phase ici, voilà, phi 2 de M. D'accord, voilà, donc comment est-ce qu'on associe donc, voilà. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans nos problèmes sur les interférences, à chaque point M, on associe finalement une paire de vecteurs de Fresnel. À chaque point M, on a une paire de vecteurs de Fresnel. D'accord. Et comme on va additionner les fonctions sinusoïdales, en fait, on sait que pour trouver la nouvelle fonction sinusoïdale qui résulte de l'addition de ces deux fonctions sinusoïdales, on sait qu'on va additionner ces deux vecteurs de Fresnel.
Et que cette addition va dépendre du point M auquel on se place, parce que la position relative de ces vecteurs de Fresnel ne sera pas la même selon le point M auquel on va se placer. Voilà, donc, alors, ce qu'on va chercher, hein, on se ramène ici au paragraphe 1.4 sur les applications, d'accord? Donc là, ce qu'on va chercher dans un premier temps, et le programme en fait se limite à ça, hein, c'est simplement savoir quand est-ce que l'amplitude de notre fonction sinusoïdale ici du temps, qui est la somme de nos deux fonctions sinusoïdales, quand est-ce que cette amplitude est maximale, hein, donc le AS, d'accord, quand est-ce qu'il est maximal et quand est-ce qu'il est minimal. Hein. Donc ici, je vais avoir un AS de M, hein, donc j'applique la théorie qu'on a vue précédemment. Donc je sais que le vecteur de Fresnel, donc, associé à la fonction qui est ici, hein, ce vecteur de Fresnel, c'est AS de M, et je sais que d'après ce qu'on a vu, c'est A1 de M plus A2 de M. Alors, avec ce vecteur de Fresnel, donc, je répète, de la fonction qui est là, de la fonction somme, il dépend évidemment forcément du point M. Donc, alors quand est-ce que ce AS de M il va être maximum, hein, pardon, quand est-ce que l'amplitude va être maximum de la fonction qui a t associe z de x, yt. Donc quand est-ce que la norme va être, ça revient à dire quand est-ce que la norme de ce vecteur sera maximale, et bien on sait que c'est quand ces deux vecteurs sont collinaires et de même sens. D'accord? Donc on a cette fonction ici. Donc ça, c'est une fonction donc sinusoïdale d'amplitude. L'amplitude c'est donc module de S. D'accord? Alors, module de S est maximal, car je rappelle c'est le paragraphe 4. Hein, lorsque. Alors, on va mettre 2M, ça sera mieux. Voilà. Lorsque, bien, A1 de M et A2 de M sont collinaires et de même sens. D'accord? Voilà ce que ça donne. Hein. Donc, collinaire et de même sens, hein, c'est-à-dire que le phi1 de M égale le phi2 de M plus n fois, plus on avait écrit n fois de pi, hein, avec n appartenant avec n entier, z, pardon. Voilà. D'accord? Alors on peut se refaire ça. Voilà, ça veut dire qu'on est dans ce cas-là. 1 de M. 1 de M, 2 de M. Et AS de M. On fait le schéma ici rapidement. D'accord? Donc ici on a phi 1 et on a le grand phi 2 de M. D'accord? Alors, comment on va l'écrire? Oui, c'est ça. Alors, ben, il n'y a plus qu'à remplacer. Alors, il y a des histoires de signes auxquelles il faut un petit peu faire attention. Voilà. S1M plus phi 1, voilà, c'est grand phi 1, égale moins oméga sur C, S de M, plus n fois 2pi, avec n appartenant à Z. Alors, je vais repasser ça à gauche, ça me fait oméga sur C, facteur de S de M moins S1M. Alors, on va faire, voilà, j'ai oublié le plus phi 2, pardon, plus phi 2. Voilà, alors on va faire phi 1 égale phi 2, puisqu'on l'a annoncé depuis le départ, oméga sur C égale 1.
égale n fois 2pi, z, et je répète, phi1 égale phi2. Le oméga sur c, j'ai mis ça en formule, oméga sur c c'est 2pi sur lambda, c'est la pulsation spatiale, donc c'est 2pi facteur de la période, d'accord? Donc ça, c'est égal à 2pi sur lambda, d'accord? Donc les 2pi vont partir, et ça va me faire S de m moins S1m égale à n lambda avec n appartenant à z. Voilà, donc on retrouve cette caractérisation. Voilà, donc on a dit ici, voilà, le A est maximal, d'accord? Donc si le A est d'accord, donc A maximal, alors on va répéter ça ici, donc ça c'est l'amplitude ASM max, d'accord? Et on va tout encadrer ça. Donc ça, quand le module de AS est maximum, voilà, c'est qu'on est dans le cas des interférences constructives. Alors je n'ai pas la place de l'écrire, mais vous encadrez tout ça. S de m moins S1m égale n lambda, avec n appartenant à z. Ça veut dire donc que l'amplitude de la fonction sinusoïdale au point m est d'amplitude maximale. Donc ça, c'est le cas des interférences constructives. Cas des interférences constructives. Cas des interférences donc constructives. D'accord? Alors maintenant, on va regarder le deuxième cas. Donc le deuxième cas, vous allez recopier. Moi, je ne vais pas tout réécrire. Voilà. Je profite de ce que j'écris sur un tableau. Donc le deuxième cas, c'est cette amplitude ici de la fonction sinusoïdale qui est là est minimum. Quand est-ce qu'elle est minimum? Lorsque A1 et A2 sont collinaires et de sens opposé. Collinaires, donc, et de sens opposé. D'accord? Voilà. Donc pour que ce soit collinaire et de sens opposé, il faut ici que ce soit, ça fasse pi plus n fois 2pi avec n appartenant à z. Voilà, donc le schéma ici, on va le refaire bien sûr. Voilà, donc dans ce cas-là, alors on avait A2 comme ça, A1 comme ça, non c'était le 1 qui était comme ça, pardon. Ça c'était le A2, voilà, ça c'est le grand phi 1, ça c'est le grand phi 2, voilà. Puis A1 plus A2, bon, on peut le dessiner, voilà. Bon, je ne vais pas alourdir, vous le dessinerez vous-même, d'accord? Voilà. Donc ici, allez, on va se débarrasser donc des phi 1 et des phi 2, plus pi, plus n fois 2pi, n appartenant à z, voilà, donc je fais encore phi 1 égale phi 2. Voilà, donc je recopie phi 1 de m, phi 2 de m, plus pi plus n fois 2pi, d'accord, égale ici pi plus n fois 2pi. Voilà, donc ici on a, je rappelle toujours, donc phi 1 égale phi 2, avec phi 1 égale phi 2. Voilà, donc ici on se retrouve donc avec ce qu'on avait tout à l'heure, au lieu d'avoir n fois 2pi, on a pi plus n fois 2pi. Ce oméga sur c ici, donc ça vaut toujours donc 2pi sur lambda, d'accord? Donc je remultiplie tout par 2pi sur lambda, excusez-moi, je remultiplie tout par lambda sur 2pi. Donc lambda sur 2pi fois pi, ça va me faire un lambda sur 2. Voilà. Ça va me faire un lambda sur 2 plus, voilà. Et puis ici, lambda sur 2pi fois 2pi, ça fait n lambda. Voilà, donc on encadre ce résultat-là. S de m moins S1m, donc égal lambda sur 2 plus n fois lambda, avec n appartenant à z. C'est le cas donc où le module du vecteur de Fresnel au point m est minimum, l'amplitude est minimum. Elle peut être nulle si le module de 1 égale le module de A2. Ici,
Voilà, je rappelle que tout ça, ça dépend de M. Voilà. Et donc ça, c'est le cas des interférences destructives. D'accord? Donc cas des interférences destructives. Hein, vous encadrez tout ça. Voilà. D'accord? Cas donc des interférences destructives. Voilà, c'est essentiellement ce que vous avez à retenir du programme. Hein. On voit que dans le cadre de cette théorie, on pourrait carrément calculer cette amplitude-là. On a vu comment dans le paragraphe 1.4, on pouvait calculer cette amplitude à partir donc, de la norme de 1 de M, de la norme de A2 de M. Donc si on connaît comment une onde s'atténue, hein, on peut calculer véritablement cette amplitude. Donc on peut aller plus loin que simplement savoir où sont les lieux géométriques des points où l'amplitude de l'onde résultante est maximale et où cette amplitude est minimale. Hein. Voilà, je n'ai pas aller plus loin. Ouais. Voilà, alors pour... je ne sais pas si j'ai ça, voilà, pour conclure, je vais voir si on va faire un petit peu de temps sur la vidéo. 6 minutes. Ouais. Alors... on ne va pas faire l'activité, on fera l'activité mardi. Hein. Voilà. Hein, donc en fait, lundi, je prévois, on va faire des TD sur la chimie. Hein, et puis mardi, on fera les activités là-dessus. Alors, je vais recadrer ça. Voilà, simplement pour conclure et pour donner une petite idée de ce qu'on va faire donc, un petit peu plus tard. Hein. Donc maintenant qu'on a ça, voilà. Hein, donc on vient de faire ici donc, les cas donc, des interférences constructives et destructives. Alors maintenant le problème il est clair, hein. Il faut déterminer l'ensemble des points M, hein, vérifiant S2M moins S1M égale quelque chose. Hein. Alors ce quelque chose s'appelle delta, en fait bon, c'est la différence qu'on appelle la différence de marche, hein. C'est-à-dire que l'onde, en gros, une première onde qui en gros se déplace de la distance S de M, l'autre onde se déplace de la distance S1M, la différence entre les deux, c'est la différence de marche. Alors, avec un problème de signe, évidemment, quand on fait différence de marche, c'est positif. Bon, S de M ou S1M, c'est pas forcément positif. Alors, on fait toujours 2 moins 1, on verra pourquoi. Par rapport à la manière dont on dispose certains schémas, on a toujours intérêt à faire S2M ou S1M. Bon, c'est un peu bête à dire, mais il faut faire attention à ces histoires un peu de signes. Hein. On verra ça. Voilà. Donc, alors, il faut trouver la courbe d'équation S de M moins S1M égale delta. Alors, ça, c'est pas simple. Hein. Si en fait, on peut montrer ce qu'on appelle une branche d'hyperbole. Hein. Alors, si on devait le calculer en cartésienne, S de M, je peux l'expliciter sous cette forme-là. Bon, racine de x moins xs2 carré plus y moins ys2 carré, moins S1M, bon, pareil, hein, avec S1, égale donc une certaine constante delta. Il faut que je puisse tracer la courbe qui admet cette équation. Donc ça, c'est une équation cartésienne implicite. Hein. C'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, qui vérifie ça. Voilà, et tout ça, c'est l'ensemble des points qui soient soit en intervention constructive, soit destructive. Et puis aussi, ça va dépendre de la valeur de delta qu'on prend. Hein. Ces valeurs de delta, c'est soit des n lambda, soit des lambda sur 2 plus n lambda. Donc pour ces différentes valeurs, on voit bien que la forme de la courbe ne va pas changer, mais la courbe ne sera pas la même. Voilà. Alors, si on veut résoudre ça, pour la tracer, on peut résoudre en y. Certes, on peut exprimer ça sous la forme y de x. Hein. Alors bon, c'est pas très simple, c'est possible. Hein. Voilà, il faut déjà se mettre dans un système de coordonnées où on peut prendre, par exemple, les y qui valent 0 ou quelque chose comme ça. Hein, si on place évidemment correctement les sources, bon, ça va simplifier des choses, que le xs1 serait l'opposé de xs2 ou des choses comme ça. Hein. Voilà, bon. Je l'ai fait, c'est un calcul qui est assez long. Peut-être une meilleure méthode, parce qu'on ne vous demande pas de faire tous ces calculs, hein, peut-être une meilleure méthode, c'est celle que j'ai suivie et qu'on verra la prochaine fois, c'est de prendre une méthode numérique. Alors de faire ça avec Python. Alors voilà, c'est un problème qui se pose quand on a une courbe définie implicitement. Est-ce qu'on peut trouver des points, pas évidemment tous, trouver un ensemble de points suffisamment rapprochés qui me permettent de représenter de manière suffisamment convaincante, si j'ose dire,
mais représenter la courbe qui admet cette équation. Hein. Donc c'est des problèmes de résolution numérique. Hein. Alors comment est-ce qu'on trouve ça? Bon, voilà, il y a des algorithmes. Hein. Voilà. Et alors, ces algorithmes sont implémentés dans certaines fonctions, en particulier celle de Python. Donc, ce qu'on peut, c'est, alors ce qui se passe, c'est qu'on échantillonne en fait une portion du plan XY. Hein, on considère un ensemble de points évidemment pas continu. Bon, donc alors on a une grille assez fine, d'accord, et on essaye ensuite de savoir où passe la courbe d'équation qui est représentée ici. Hein. Entre guillemets, elle ne va pas passer par les points de la grille, elle va passer entre les points. Et en gros, c'est de faire un petit peu entre quels points elle passe, à quel niveau elle passe entre les points, hein, en faisant des approximations un petit peu linéaires entre chaque point. C'est un petit peu ça l'idée. Hein. Voilà, je vous montrerai comment ça se met en œuvre en Python. Et à ce moment-là, Python pourra nous tracer la courbe, hein, et on la superposera donc à une, comment ça s'appelle, à une image d'une interférence sur une cuve à ondes. D'accord. Et on verra si effectivement notre théorie, elle rend bien compte des interférences ou pas. Voilà, donc suite mardi.